On dit que l'argent n'achète pas le bonheur, mais on oublie qu'il procure quelque chose de plus discret, la sécurité. C'était ce que je recherchais. Pas des yachts, pas des voyages à Santorin. Juste une vie où un pneu crevé ou un licenciement ne me ferait pas sombrer. Je vis à Flagstaff, en Arizona, où les pins sont hauts et où l'air semble plus vieux que la mémoire. Ma maison est un petit 2 pièces avec des planchers qui grincent et un chauffe-eau récalcitrant. Je l'ai acheté en 2016 après avoir obtenu mon poste d'analyste système dans une entreprise de logistique médicale. Je conduis une Toyota Matrix 2008 avec une bosse sur le pare-choc arrière et je n'ai aucune intention de la remplacer. La plupart des matins commencent de la même façon, café, flocons d'avoine, et un rapide coup d'œil à mon compte bancaire avant de me connecter pour le travail. J'aimais voir les chiffres grimper lentement mais sûrement. 92 300 $ devenaient 97 200 $, puis 103 400 $. À l'été 2024, ils atteignaient 113 000 $. Ce chiffre voulait dire quelque chose. Il signifiait que j'avais fait les choses correctement. Que chaque vacances sautée, chaque déjeuner fait maison, chaque fois où j'avais dit « non merci » au plat à emporter, aux sorties ou aux nouveaux vêtements n'avaient pas été en vain. Mes économies n'étaient pas un acte d'accumulation. Il s'agissait d'être prêt pour les urgences, pour les opportunités, pour l'inconnu. Je n'en parlais pas beaucoup, non pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que les gens ne savent pas toujours apprécier la discipline des autres. Ils la transforment en jugement, en jalousie ou en moquerie. Mon frère Ellis m'avait déjà taquiné. Tu économises pourquoi, la fin du monde? Non, je voulais répondre, j'économise pour que le monde ne me finisse pas. À l'époque, je ne réalisais pas que je ne faisais pas que mettre de l'argent de côté. Je faisais confiance à des systèmes, ceux que je croyais capables de me protéger, ceux que je pensais qu'aucun proche n'oserait jamais toucher. Puis est arrivée la réunion familiale. Chaque juin, notre famille fait le trajet jusqu'au lac Powell pour un long week-end dans l'ancienne cabane en rondin de mes parents. C'est toujours la même chose, grillade, jeux de relais mal organisés et trop de chaises pliantes. Nous faisons semblant d'être encore proches, même lorsque les conversations s'amenuisent au bout d'une heure. Je suis arrivée tôt vendredi après-midi, la chaleur déjà pesante. Mon père faisait signe depuis la terrasse, une bière à la main, et ma mère était dans la cuisine, feignant de ne pas être agacée par les arrivées tardives. J'ai déballé mes affaires, aidé à couper la pastèque et évité les questions sur le moment où je me poserai enfin. Ellis et Delaney sont arrivés juste avant le coucher du soleil dans une berline noire poussiéreuse. Il a klaxonné 2 fois et a baissé la fenêtre, affichant ce même sourire de travers qu'il avait depuis ses 17 ans. « Rohan, salut !» cria-t-il, étirant mon prénom comme un animateur de jeu télé. Toujours déconnecté et à faire des tableaux Excel, je l'ai rencontré à mi-chemin sur le chemin de gravier. Toujours à faire des blagues que personne ne comprend, ai-je demandé. Delaney est sorti du côté passager, portant une robe d'été légère et des lunettes de soleil trop grandes pour son visage. « Rowan » a-t-elle chanté. « Tu n'as pas changé. Toujours si disciplinée. » Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte toute en surface, sans ancrage. Cela faisait plus d'1 an que je ne les avais pas vus en personne. Ellis sentait l'après-rasage et le Red Bull, Delaney sentait la crème solaire et un parfum d'agrumes coûteux. Ils avaient bonne allure, fatigués peut-être, mais soignés d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Au dîner, Ellis a plaisanté sur mon « mode de vie de moine de montagne », demandant si j'avais fait vœu de silence ou juste de rencontres en ligne. Delaney a ri avec lui, mais ses yeux ne cessaient de scruter mes mains, mes ongles, ma montre, la façon dont je passais le plat, me regardant de trop près. Cette nuit-là, alors que les autres faisaient des s'mores et racontaient les mêmes histoires du lycée, j'ai surpris Delaney à nouveau en train de me regarder. Elle a souri quand je l'ai remarqué. « Tu es toujours si organisé, Rowan » a-t-elle dit. « Je ne sais pas comment tu fais. » J'ai haussé les épaules. « Ce n'est pas si compliqué. Je planifie juste. » Elle a hoché la tête, lentement et pensivement, comme si elle apprenait quelque chose. Le lendemain matin, elle était déjà dans la cuisine quand je suis venue prendre mon café. Nous étions juste toutes les deux cet après-midi-là. Les autres faisaient la sieste ou étaient sur l'eau, mais Delaney m'a demandé si je voulais marcher sur le sentier du lac avec elle. J'ai accepté, plus par politesse que par véritable envie. Nous avons marché en silence pendant un moment, laissant le gravier craquer sous nos chaussures. La chaleur était sèche, mais la brise venant de l'eau la rendait supportable. Je pouvais entendre le bourdonnement lointain d'un jet-ski et le murmure bas de voix venant de l'autre côté de la crique. « Je suis désolée si Ellis t'a trop taquiné hier soir » dit Delaney soudainement. « Il pense être drôle. » « Il l'a toujours été » répondis-je, gardant un ton léger. Elle a donné un coup de pied à un caillou sur le chemin,
Tu as vraiment construit quelque chose de solide, n'est-ce pas? Je suppose, ai-je dit. Ça a pris du temps. Delaney s'arrêta. Rowan, dit-elle, sa voix devenant plus douce. Je dois te dire quelque chose. Je me tournai vers elle, un nœud se formant avant même que je sache pourquoi. Je suis enceinte, dit-elle, les yeux déjà embués. Je l'ai appris la semaine dernière. Je clignai des yeux. Waouh! Félicitations. Elle laissa échapper un petit rire à moitié. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous sommes fauchés. Vraiment fauchés. La voiture d'Hélice a été reprise le mois dernier. Nous avons 3 mois de loyer de retard. Et maintenant ça. Le nœud se serra davantage. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir, continua-t-elle. Je fais des doubles shifts au café. Il est encore entre 2 emplois. J'ai peur. Je m'entendis dire, je peux aider. Je n'y avais même pas réfléchi. Je peux t'envoyer quelque chose, te remettre à flot. Non, dit-elle rapidement en secouant la tête. Non, je ne voulais pas que tu fasses quoi que ce soit pour nous. Je ne demanderai jamais. Mais elle le voulait, et nous le savions toutes les deux. Sérieusement, Delaney, dis-je. Tout ce dont tu as besoin. Je le pense. Elle hocha la tête, essuyant ses yeux. Merci. Je ne sais plus quoi faire. Nous avons marché le reste du chemin en silence. À notre retour à la cabane, Hélice jouait au cornhole avec nos cousins comme si de rien n'était. Cette nuit-là, je me suis recouchée en pensant à nouveau aux chiffres combien je pouvais donner sans m'en apercevoir trop. Le lendemain matin, je suis entrée dans la cuisine plus tôt que d'habitude. La maison était encore calme. Pas de café en train de se faire. Pas de rire sur la véranda. Delaney était à la table, penchée sur mon ordinateur portable. Elle leva les yeux trop rapidement. Oh, désolée, dit-elle, les doigts figés sur le trackpad. Je regardais juste la météo. Mon téléphone est mort cette nuit. J'hochai la tête, avalant l'hésitation qui montait dans ma gorge. Bien sûr, pas de problème. Elle recula, me laissant de l'espace. Je m'avançai et refermai l'ordinateur sans regarder l'écran. La tempête est censée arriver vers 4 heures, ajouta-t-elle, comme si cela prouvait quelque chose. Puis elle sourit trop largement et sortit de la pièce. Je restai là un long instant. Ma tasse de café était toujours dans le placard. L'ordinateur portable était ouvert, ce que je fais rarement quand je ne l'utilise pas. Je ne me souvenais pas de l'avoir laissé ainsi. Je ne me souvenais pas m'être déconnecté. Un instant de doute traversa mon esprit. Je l'écartai. Ce n'était probablement rien. Pourtant, plus tard ce matin-là, je changeai mon mot de passe bancaire par précaution. Mais je n'allais pas plus loin. Je ne réinitialisais pas les questions de sécurité. Je n'activais pas l'authentification à 2 facteurs. Je ne me déconnectais même pas de quoi que ce soit, parce que cela me semblait ridicule. Parce que c'était Delaney, parce que la suspicion ressemblait à une trahison, et je n'étais pas prête à trahir quelqu'un, surtout pas ma propre famille. Au lieu de cela, je continuais à penser au chiffre avec lequel je m'étais couché, $5 000. 5 ne me briserait pas. Cela n'égratignerait même pas la surface. Il me resterait toujours plus de $100 000 d'économie. Et si cela leur permettait de respirer plus facilement, d'arrêter de prendre du retard sur le loyer, de se préparer pour le bébé, n'en valait-ce pas la peine? Je n'en parlais pas encore. Mais je commençais à imaginer comment je pourrais formuler l'offre. Quelque chose de doux, qui ne les ferait pas se sentir pris en pitié. Peut-être que je pourrais dire que c'était un cadeau, un geste, sans condition. Cet après-midi-là, nous étions tous assis près du quai, faisant semblant que tout était aussi simple que le soleil sur l'eau. Hélice ouvrait des bières et lançait des répliques. Delaney s'appuyait sur la rambarde et fredonnait avec l'enceinte Bluetooth. Je la surpris à me regarder à nouveau, rapide, indéchiffrable. Je détournai le regard en premier. Le dimanche arriva vite. Ils partirent avant le déjeuner. Delaney me serra fort dans ses bras et dit, « Tu es la meilleure, Rowan. » Vraiment. Et puis ils disparurent. Je rentrai chez moi cet après-midi-là, planifiant déjà mentalement le virement. Le lundi matin commença comme tous les autres. Je me levai tôt, nourris le chat du voisin, fis couler une tasse de café et m'assis à la table de la cuisine. Il faisait nuageux dehors, ce genre de gris calme qui ralentit tout. J'ouvris mon ordinateur portable, pensant encore à demi si $5 000 étaient trop ou pas assez. Je me connectai à mon compte bancaire, m'attendant à voir le même chiffre familier qui m'accueillait depuis des mois. 6 chiffres,
propre est gagné. Mais ce que je vis me coupe à le souffle. 0. Je clignai des yeux, rafraîchis la page, attendis. Toujours 0. Je fixai l'écran quelques secondes de plus, mon esprit refusant de croire ce que mes yeux montraient. Je pensais que cela devait être un bug, une erreur temporaire. Peut-être que le site était en panne. Peut-être que je m'étais connecté par erreur à un ancien compte. Je vérifiai encore. Même résultat. Je ne me rendis même pas compte que j'étais debout jusqu'à ce que je sente le café se balancer contre le bord de ma tasse. Je composais le service client avec des doigts qui ne me semblaient pas les miens. Merci d'avoir appelé Western Oak Credit Union, dit une voix enjouée. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ici Rowan Hay, dis-je en essayant de garder ma voix stable. Je suis connecté à mon compte, et quelque chose ne va pas. Mon compte épargne affiche un solde de 0. Ce n'est pas possible. Il y eut une pause à l'autre bout. Puis une voix plus douce, laissez-moi consulter votre dossier. Pouvez-vous confirmer votre nom complet et les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale? Je le fis. Une autre pause. Je vois une série de transferts sortant du vendredi soir au dimanche, dit-elle avec précaution. Pour un total de 113 000 $. Ma gorge se noie. Où est-ce passé? Plusieurs comptes externes. Je vous enverrai la liste des transactions par email. L'email arriva avant même que nous ayons terminé l'appel. Je cliquai et parcourus ligne après ligne, 18 500 $, 12 000 $, 22 000 $. Chaque retrait comme une brique dans ma poitrine. Puis je vis les noms sur les comptes destinataires, Delaney R. Hay. Ellis J. Hay. La pièce autour de moi disparut. Mon frère, sa femme, ceux qui souriaient à ma table de dîner et disaient « Merci » pour la limonade, ceux qui m'avaient fait un câlin hier matin en partant. Je restai assise longtemps. Puis je me levai, fis un petit sac pour la nuit, et conduisis jusqu'à Phoenix sans dire à personne où j'allais. J'arrivai juste après midi. Leur complexe d'appartements avait l'air construit vite et bon marché, bardage décoloré par le soleil, balcon du 2e étage affaissé, et une rangée de boîtes aux lettres irrégulières devant. Je m'en souvenais d'une visite il y a quelques mois, mais maintenant cela me semblait inconnu, dépouillé de tout charme que j'avais pu prétendre voir auparavant. Je frappai une fois, puis de nouveau. Ellis ouvrit la porte en short de basket et t-shirt froissé, pieds nus et tenant une bouteille de soda à l'orange à moitié vide. « Rowan » dit-il avec un sourire de travers. « Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Tout va bien ?» Je ne répondis pas. Je passai simplement devant lui dans l'appartement. Delaney était sur le canapé, scrollant sur son téléphone comme si rien ne s'était passé. Elle leva les yeux, cligna une fois, puis posa lentement le téléphone. Elle portait un des sweatshirts d'Ellis, trop grand et délavé. « Je sais » dis-je. L'air dans la pièce se tendit. Ellis referma la porte derrière nous. Personne ne demanda quoi que ce soit, faisant toujours semblant. « Mon compte » dis-je doucement. « Tout. Parti. » Delaney laissa échapper un petit rire, comme si je racontais une histoire légèrement surprenante. « Tu dramatises. Vous avez utilisé vos noms, dis-je. Vous ne vous êtes même pas donné la peine de cacher ça. Relax, dit-elle en brossant de la poussière imaginaire sur son genou. Nous en avions plus besoin que toi. Tu vas toujours bien, Rowan. Tu vas rebondir. Ellis s'appuya contre le mur, bras croisés. Tu économises comme un survivaliste. Tu ne faisais rien avec. Je sortis mon téléphone. Alors vous ne vous soucierez pas des conséquences. Delaney se redressa. Qu'est-ce que tu fais? J'étais déjà en train de composer. Mon pouce ne tremblait pas. Ma voix ne s'élevait pas. Ce n'était plus de la colère. C'était de la précision. 911, quelle est votre urgence? Je dois signaler un vol, dis-je. Un vol financier à grande échelle, et je suis dans l'appartement des personnes qui l'ont commis. Le visage d'Ellis se décomposa. Delaney ne rit pas cette fois. Je donnai l'adresse sans hésitation. Oui, dis-je quand on me le demanda. J'attendrai dehors. Ils furent arrêtés 3 jours plus tard. Je n'étais pas là pour le voir, mais j'entendis par un voisin qu'Ellis ouvrit la porte torse nu avec un sourire qui fondit quand le badge apparut. Delaney pleura. Bien sûr, quelqu'un filma depuis l'autre côté du lot, et la vidéo se retrouva sur le groupe Facebook du quartier. Je ne l'ai pas regardé. Le rapport de police était froid, factuel. Les accusations étaient inscrites à l'encre noire, vol d'identité, fraude, complot.
Aucune place pour le sentiment. Aucune mention d'enfance partagée, de séjour au lac ou de photos de vacances. Cette nuit-là, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Je fixai l'écran pendant une minute entière avant de répondre. Rowan, sanglota-t-elle avant que je puisse parler. Que as-tu fait? C'est la femme de ton frère. Elle est enceinte. Je ne dis rien. Elle est enceinte, répéta-t-elle. Tu as appelé la police contre ta propre famille. Elle n'est pas enceinte, dis-je. Silence. Et quoi? Elle a menti. Il n'y a pas de bébé. L'enquêteur me l'a dit. Elle l'a admis lors de l'interrogatoire. Encore un silence. Je pouvais entendre la voix de mon père en arrière-plan demandant ce qui se passait. Puis un juron sec de sa part, je crois que je ne l'avais jamais entendu dire quelque chose comme ça. Je dois y aller, murmura-t-elle, et la ligne tomba. Je me tenais au milieu de ma cuisine, téléphone toujours en main. Le lave-vaisselle émit un bip pour signaler la fin. Une brise entra par la fenêtre ouverte et fit bouger un coin de reçu sur le comptoir. Tout autour de moi était normal, stable, ce genre d'ordinaire que j'avais travaillé si dur à protéger. Le lendemain matin, j'envoyai un email au détective pour confirmer que j'allais porter plainte et participer pleinement à l'enquête. Elle répondit rapidement, reconnaissante, dit-elle, et m'expliqua ce qui allait se passer ensuite. Il y aurait un procès. Peut-être une restitution, peut-être pas. Mais le processus avait commencé, et je ne reculais pas. Le procès ne dura pas longtemps. Les preuves étaient claires. Les transferts étaient tracés directement jusqu'à eux, jusqu'à l'adresse IP de leur appartement. Case, l'analyste judiciaire en informatique que j'avais engagé, témoigna avec une clarté calme qui fit passer leur défense pour du théâtre. Ellis était assis comme si tout cela était en dessous de lui, la mâchoire crispée, les mains croisées comme un homme supportant un désagrément. Delaney pleura la majeure partie du temps, s'essuyant les yeux comme quelqu'un en quête de pitié. Aucun des deux ne me regarda. Le juge qualifia l'affaire de délibérée et prédatrice. Il parla d'une trahison mêlant cruauté émotionnelle et financière. Je ne fléchis pas. Ellis accepta un accord, 6 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 5 ans. Delaney eut 2 ans de prison et 5 ans de probation. Elle fit une courte déclaration lors de la sentence, quelque chose à propos du désespoir, de ses regrets pour la confusion, mais elle n'utilisa jamais mon nom, ne me regarda jamais. Il n'y eut aucune excuse. J'ai récupéré 71 000 $ grâce à la saisie des biens par le tribunal. Ellis avait acheté une nouvelle voiture avec mon argent loué au nom de Delaney mais payé intégralement. Ils avaient vidé leur compte courant, et il y avait quelques bijoux que le tribunal me laissa réclamer. Le reste, 42 000 $, avait simplement disparu. Épicerie, loyer, peut-être des jeux d'argent, de la bière, la vie quotidienne payée par celle qui restait discrète et disciplinée dans la famille. Après la sentence, je sortis seule. Personne ne m'attendait. Aucun message, aucun appel d'excuse de la famille élargie. Mes parents ne se présentèrent pas. Je ne m'y attendais pas. Il n'y eut pas de cris, pas de confrontation cathartique, juste le son de mes chaussures sur les marches du tribunal et le froid mordant de l'air de janvier. De retour chez moi, je fis du thé et m'assis près de la fenêtre. Le soleil était bas, colorant le bord de la neige d'un doré doux. Je ne me sentais pas triomphante, juste fatiguée. Mais je n'étais pas brisée. Je changeai tous mes mots de passe, fermai tous mes comptes et en ouvris de nouveaux, parlai à mon avocat de sceller certains dossiers. J'achetai une nouvelle serrure pour ma porte, pas par peur des cambriolages, mais parce que j'apprenais à devenir quelqu'un qui protège mieux ses biens. Les autres restèrent silencieux, et je recommençai. 8 mois plus tard, ma vie est plus calme, d'une manière qui se mérite. Je vis toujours dans la même maison, conduis la même voiture, bois le même café le matin, mais rien n'est exactement pareil. Pas vraiment. J'ai réécrit les règles, en commençant par moi-même. La première chose que j'ai reconstruite fut le contrôle. Nouvelle banque, nouvelle coopérative de crédit, tout en double authentification. Question de sécurité que personne ne pourrait deviner, même quelqu'un qui me connaît depuis l'enfance. J'ai appris à crypter des dossiers, à surveiller les connexions, à fermer des portes numériques sans les claquer. J'ai recommencé à épargner lentement, patiemment. Ce n'est pas encore 6 chiffres. Mais chaque dollar compte plus maintenant. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est la preuve que j'ai survécu à quelque chose qui aurait dû me laisser anéanti. Je ne parle plus à Ellis ni à Delaney. Je ne réponds pas aux appels de numéros inconnus qui ont commencé à apparaître le mois dernier.
Je ne consulte pas la page Facebook du quartier où quelqu'un disait que Delaney avait publié une citation biblique sur le pardon. C'est son affaire, pas la mienne. À la place, j'ai commencé à faire plus de randonnées. Je fais de plus longues promenades. J'ai acheté un appareil photo d'occasion et commencé à capturer de petites choses, la lumière du soleil sur l'écorce des pins, la courbe du givre sur une rambarde. J'ai rejoint un groupe de quiz dans une brasserie locale où les gens ne me connaissent que comme Rowan, la femme qui connaît des faits géographiques étranges. Je sors à nouveau avec quelqu'un. Il s'appelle Carter. Il est gentil, un peu maladroit et sait quand ne pas insister. Je ne lui ai pas encore tout dit. Je le ferai probablement un jour, mais pour l'instant, nous rions. Nous restons en silence sans douleur. Et quand il me demande mon passé, je lui dis que j'avais l'habitude d'épargner trop et de faire confiance trop facilement. Le reste pourra venir plus tard. Personne ne touche plus à mes comptes que moi maintenant. Personne d'autre ne détient les clés. Ni de mes mots de passe, ni de mes finances, ni de mon avenir. Ce qu'ils ont pris a tout changé. Mais ce que j'ai construit après, c'est à moi.